Robin, est-ce qu'on passerait pas à notre haltérophilo? Donc haltérophilo, moi je connaissais pas, je suis tombé dessus, donc le mec il a quand même pas mal d'abonnés, hein. Et on dit que la gauche est un cliché d'elle-même. Et voilà. Un crâne rasé à moustache. Qui appelle sa chaîne haltérophilo, donc le mec veut humblement mélanger de l'haltérophilie, la caméra tombe, putain. Les Suisses voteront probablement, prochainement, pour une Suisse à... C'est un buste de l'atelier Missor. Mais non, c'est Karl Marx. Ça se voit. Non, c'est Dostoïevski. À 10 millions d'habitants. Si on lit, je pense qu'il y a 2-3 me petites semble pépites. Que cette initiative révèle bien une arnaque. Je m'explique. Petit retour en arrière, petit retour. Mais la question, en tout cas, de l'identité se posait déjà, et du problème, évidemment, d'avoir des travailleurs étrangers qui prenaient ou qui se substituaient aux travailleurs autochtones. Ensuite, évidemment, on pourrait se souvenir du 9 février 2014. Juste par rapport à se substituer aux travailleurs autochtones, petit point, hein, l'initiative Schwarzenbach, c'est la fin des années 70 et visait en particulier ce qu'on appelait non, c'était pas les hirondelles, je sais plus comment ils étaient appelés, mais en gros, les travailleurs et travailleuses, mais principalement travailleurs, saisonniers, italiens et espagnols qui venaient travailler en Suisse uniquement pendant la saison des récoltes et pendant, en gros, la saison de l'agriculture, et qui, une fois que les agriculteurs n'avaient plus besoin d'eux, repartaient dans leur pays. Ce qui a permis pendant des années à la Suisse de déclarer avoir un taux de chômage de 0, parce qu'ils employaient des étrangers quand il y en avait besoin pendant l'été et ils les renvoyaient chez eux quand il n'y en avait plus besoin en hiver. Sauf que par rapport à ce que lui il dit dans sa vidéo, qu'il y avait déjà des travailleurs qui se substituaient à la main-d'œuvre suisse. Si c'était le cas, on n'aurait pas eu un taux de chômage de 0 dans ces années-là. On aurait eu un taux de chômage supérieur parce qu'il y aurait eu des Suisses au chômage. Alors que là, ce n'était pas le cas. On avait un taux de chômage de 0, notamment parce qu'on avait une activité économique extrêmement forte, mais aussi parce qu'on renvoyait les étrangers chez eux une fois que le travail avait été fait. Donc c'est complètement faux, déjà ce qu'il dit à la 1 minute 30 de sa vidéo. Et puis à la 1 minute 30, deux sous-entendus. Quand il parle déjà des dommages de l'immigration, et il a déjà sous-entendu, je ne sais plus exactement quel terme il a utilisé, d'une substitution de peuple. Et puis il en a fait un autre, là, je n'ai même pas retenu, mais en gros, c'est que des sous-entendus. Il introduit déjà son truc littéraire avec haltérophilo, enfin bref. Ah non, il n'a pas encore montré de livre. Ah non, je dis n'importe quoi. Ouais. Je pense dans ma tête, je dis n'importe Avec quoi. l'initiative pour limiter l'immigration de masse, la future votation va dans le bon sens. Or, je veux dire qu'il y a 3 problèmes centraux. 2 mineurs et 1 majeur. Avant qu'il énumère ses problèmes, donc votation contre l'immigration de masse en 2014, c'était une votation qui remet en cause les accords qu'on a avec l'Union européenne, donc qui sont des accords que l'UDC, qui donc sont les instigateurs de cette initiative, sur fond de racisme absolument dégueulasse, connaissent les enjeux de cette initiative. Et les enjeux qui sont avec, c'est un peu technique, mais avec la clause guillotine qu'il y a dans les accords bilatéraux, cette clause guillotine qui implique que la libre circulation des personnes sont un point qui peut faire tomber tous les accords si jamais la Suisse dénonce un des points qui font partie des accords, et la libre circulation des personnes est un point de ces accords. Du coup, ils savaient très bien, l'UDC, qu'en agitant ça, ils allaient gagner électoralement, et surtout, ils allaient pouvoir répandre encore plus leurs idées dans toute la Suisse en créant une sorte de cataclysme politique. Mais par contre, une fois que la loi est passée, ils se sont retrouvés aussi un petit peu emmerdés parce que, du coup, on commence les négociations avec l'Union européenne et il faut arrêter de se leurrer en Suisse. On nous présente ce truc comme quoi nous sommes un pays souverain, nous ne faisons pas partie de l'Union européenne. La Suisse n'est pas en position de force. Le plus grand argument que l'UDC sortait, c'était le tunnel du Gothard. Toutes les marchandises, que la Suisse est au centre névralgique de l'économie européenne. Ce qui est vrai, mais par contre, il ne faut pas se leurrer. L'Union européenne, la Suisse n'est que le 3e ou 4e marché extérieur de l'Union européenne. Pour nous, l'Union européenne, c'est le premier marché extérieur. Si on n'a pas l'Union, il nous entoure.
on est mort. Ils peuvent nous éclater avec ce truc. Et du coup, l'UDC qui a fait passer ce truc s'est retrouvé autant emmerdé que les autres partis. Et donc là, ce qui décrit que le peuple, sachant que lui, il dit le peuple, moi je dis soit le peuple sous propagande, soit le peuple qui a mangé les mensonges absolument dégueulasses de l'UDC, a effectivement voté pour cette loi, pour cette initiative populaire qui donc est inscrite dans la Constitution pour limiter l'immigration de masse, qui impliquait la préférence nationale, qui impliquait plein de choses qui sont contraires au droit européen. Mais, donc ils l'ont fait passer, mais par contre après, l'UDC était dans le processus de négociation avec l'Union européenne. Et eux, donc si, en fait, là où ce qu'il dit est tronqué, est faux, et où il omet de dire certaines choses, c'est que si cette loi est passée et qu'ensuite elle n'a pas été mise en application, c'est aussi à cause de l'UDC. L'UDC n'a pas voulu que cette loi soit appliquée. Et en plus, il gagne après. Parce que du coup, approuvé par le peuple, ensuite ils font tout comme les autres partis pour pas que ce soit mis en application, et après ils peuvent encore avoir le double jeu en disant « Regardez, le gouvernement n'a pas respecté la volonté du peuple ». Mais aussi, pourquoi est-ce qu'ils veulent pas réellement que ce soit mis en application? C'est entre autres parce que les cadres de l'UDC sont en grande partie des propriétaires d'industrie ou des personnes qui ont leur. Bien sûr, ils sont au courant. Ils sont au courant. Un Blocher, il sait très bien que si ça tombe, il est fini. Avec son entreprise, comment elle s'appelle déjà? Je sais plus. C'est pas Bayer. Ouais. Enfin bref, il exporte en Europe. Du coup, il a aucun intérêt à ce qu'il y ait cette clause guillotine qui fasse tomber absolument tous les accords avec le reste de l'Europe. EMS, chimie, Kémier. Merci. Et puis un autre point aussi que je voulais dire, c'est ce qu'il dit comme argument, c'est on observe que ça fait extrêmement longtemps qu'il y a la question c'est ce que je voulais dire aussi, ouais. de l'immigration. Et il le pose un petit peu comme argument, il ne le dit pas directement, mais il le pose un petit peu du genre, c'est pas nouveau, ça fait longtemps que le peuple se plaint de l'immigration et l'élite politique n'a jamais voulu rien entendre de cette histoire. Mais c'est un argument absolument fallacieux, parce que c'est pas parce que tu as 3 pecnos fachos qui depuis 150 ans essayent de lancer des initiatives populaires sur l'immigration que ça veut dire que ça fait 150 ans que le peuple suisse majoritairement a un problème avec l'immigration. Déjà, premièrement, parce que la majorité du peuple suisse aujourd'hui sont descendants d'immigrés. Du coup, c'est complètement fallacieux de faire un lien historique. Bon, aussi le sous-entendu c'était ça que je voulais dire. Le sous-entendu, il l'a fait quand il a dit au début, et on parlait même pas d'une immigration, on parlait d'Européens. Et c'est ça qu'il veut dire. Alors que, ça on l'avait vu en démographie. C'est que lui, le problème, les immigrés, c'est les immigrés qui sont... Super intéressant, c'est qu'en fait, les arguments qui sont sortis aujourd'hui contre les immigrés extra-européens sont exactement les mêmes arguments qui ont été utilisés contre les immigrés italiens, espagnols et portugais. C'est-à-dire que, et on va faire dans le gros, dans le gras, l'odeur, le bruit, la culture différente, la religion différente, c'est tous des arguments qui étaient déjà sortis dans les années 70 avec l'initiative Rauschenbach, non, comment elle s'appelait déjà? Rorfiak, là. Schwarzenbach. Et que c'est exactement les mêmes arguments. Et on avait vu en démographie, il nous avait ressorti un document d'un un préfet de police genevois à la fin du 19e siècle qui avait fait tout un article en expliquant pourquoi est-ce que l'immigration était problématique à la fin du 19e, donc ça fait 150 ans, et que le type, il listait quels étaient les immigrés les plus problématiques, et il disait à la fin que les plus problématiques, c'était les Hauts-Savoyards, parce qu'ils ne savaient pas travailler, parce qu'ils augmentaient le taux de criminalité à Genève. Donc oui, la délinquance aussi. La délinquance, exactement. Et aujourd'hui, tu dirais à un UDC, mais est-ce que vous avez des problèmes avec les Hauts-Savoyards? Il te dirait absolument pas. Les Hauts-Savoyards, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils parlent la même langue et ce genre de choses. Alors qu'il y a 150 ans, pour eux, c'était absolument pas un argument. C'est juste à chaque fois, et systématiquement dans tous les pays, ça s'est passé de la même manière. C'est la dernière vague d'immigration contre laquelle on est la plus raciste. Et une génération après, on s'en sort. Souvenez-vous, en vrai, nous, en tout cas, moi, ma génération, j'ai connu... alors, forcément qu'il y avait les Arabes et les Noirs. Les Arabes, ça revenait. De toute façon, maintenant, c'est fini. Nous, on est fini avec les Noirs. Là, en ce moment, c'est ça qui se passe. Mais en Suisse, les Albanais. Dans les années 90, c'est des Albanais qui sont venus. Alors eux, ils avaient une mauvaise coche, c'est que principalement les Albanais et les Kosovars sont musulmans. Sauf que, bon, c'est un islam qui est un petit peu moins radical. C'est un islam qui est moins loin. Et surtout, ils sont blancs. Mais les Albanais...
moi je me souviens, il y avait ce truc de catégorisation comme quoi c'était des mafias, comme quoi ils allaient venir en bande te casser la gueule, comme quoi les prisons étaient remplies d'Albanais. Et là maintenant, il suffit juste d'avoir quelques coupes du monde avec 3 à 4 joueurs qui du coup sont issus de la première génération, qui ensuite lavent leur honneur. Et puis là maintenant tu vas dire à des gens de l'UDC, les Albanais, oui, il en reste du racisme anti-albanais. Verbé, ouais, ils sont. Mais oui, mais ces UDC là, ils vont dire non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les Arabes, c'est les musulmans. Et ce qui est triste aussi, c'est que c'est le temps de l'adaptation et qu'il y ait ce racisme qui se dissipe un petit peu. Mais ce qui est triste aussi, c'est que c'est à chaque fois l'ancien racisme ou les anciennes victimes de racisme sont libérées par les nouvelles victimes de racisme. C'est que je pense que si on n'avait pas eu de vague d'immigration provenant du Maghreb et du Proche-Orient dans les années 2010 ça aurait été d'autres. Où les Albanais auraient continué à jusqu'à ce que les Ukrainiens arrivent. Là. Les Ukrainiens, ils vont et c'est à chaque fois la dernière vague ou la vague d'immigration la plus récente qui reprend le racisme des anciennes vagues d'immigration. C'est à chaque fois pareil. Et c'est à chaque fois avec les mêmes arguments. Vous regardez l'histoire de l'immigration aux États-Unis, c'est exactement pareil. Tu as eu du racisme anti-italien, tu as eu du racisme anti-irlandais, tu as eu du racisme anti-tout ce que vous voulez. Et puis aujourd'hui, c'est du racisme anti-mexicain et anti-africain. Mais c'est à chaque fois la dernière vague d'immigration qui reprend le racisme. Et ça, il omet complètement ce truc dans son analyse. Et en fait, la seule chose qu'il ne dit pas, c'est juste que c'est des conditions socio-économiques. C'est des conditions... C'est lié à des conditions matérielles. Parce que bien sûr que tu peux sortir les chiffres. Et en général, tu as une première vague d'immigration qui arrive dans des conditions qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que c'est des prolos, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et ben forcément, il y aura plus de délinquance qui sera liée avec ça. Et tu ne lis pas du tout ça avec des facteurs socio-économiques, et du coup, t'arrives à, c'est des racistes. Mais alors, du coup, comment ces gens expliquent que ces générations après se calment ? Que tout d'un coup, 3 générations plus tard, et en plus, pour l'université, c'est plus long. Là, maintenant, tu vois maintenant, il y a beaucoup d'Albanais qui vont dans les universités et tout, mais c'est fou comme par hasard, les premières générations issues de l'immigration qui arrivent à l'université, qui ont eu des parents prolos, qui sont arrivés par la petite porte, ça prend plus de temps. C'est bizarre. Ouais, c'est vraiment bizarre. Et ça, je sais pas comment il l'explique. C'est comme si l'accès à l'université et à l'éducation était lié à son niveau socio-économique. Non. Non, c'est absolument pas ça. Mais juste aussi, j'aimerais préciser un point par rapport à ce que je disais sur c'est les nouvelles vagues d'immigration qui reprennent le racisme des anciennes vagues. Je tiens à préciser que c'est pas toujours le même racisme et que malheureusement aussi, il y a parfois des vagues d'immigration de certaines provenances qui accumulent les racismes. C'est-à-dire que tu as un racisme qui est lié à l'immigration, mais tu as aussi un racisme, et là je pense notamment aux Arabes et aux Noirs, il y a un racisme qui est déjà présent avant même la vague d'immigration, qui est dû à un racisme colonialiste. Et je pense que pour le cas des Noirs et des Arabes qui arrivent en Europe, ces deux racismes s'accumulent et donc peuvent peut-être... En plus, tu rajoutes à ça l'islamophobie, ils ont beaucoup plus à prouver avant que ce soit chill. Mais je faisais le lien avec les autres vagues d'immigration, surtout pour expliquer que c'est une logique qui existe depuis longtemps et qui repose sur les mêmes mécanismes. Mais par contre, il est vrai, il ne faut pas le nier, que les différents racismes peuvent avoir des structures différentes, peuvent avoir des impacts différents, etc. etc. Ça, il ne faut pas le nier non plus. Alors tout d'abord, on va peut-être préciser ce que veut l'initiative. L'initiative, alors je vais citer l'article du site internet. La population résidente permanente de la Suisse ne doit en aucun cas dépasser les 10 millions d'ici 2050. Dans le cas contraire, le Conseil fédéral doit dénoncer les traités internationaux relatifs à la population. Dès que la population résidente permanente dépasse les 9,5 millions, le Conseil fédéral doit prendre des mesures, notamment en matière d'asile et de regroupement familial. La Confédération et les cantons, donc ça c'est le 3e point, doivent garantir une évolution démographique durable pour protéger notre environnement et dans l'intérêt de l'efficacité des infrastructures, du système de santé, des établissements de formation, de l'approvisionnement en électricité et des services sociaux. Donc, juste, j'aimerais réagir à ce que Porchot dit. Oui, le racisme est utilisé comme épouvantail responsable de tous les maux du monde, plus simple de taper sur des gens que sur des structures. Oui, il y a de ça. Par contre, le problème avec ce genre de grille d'analyse,
c'est qu'on peut vite considérer que la droite utilise le racisme comme instrument pour faire dévier du regard la population en disant que le problème, c'est pas l'économie, c'est pas le capitalisme, mais c'est les Noirs et les Arabes. Et il y a de ça. Mais il n'y a pas que de ça, parce que ça serait nier le fait que la droite est intrinsèquement elle-même raciste. Et on l'a vu avec la question de l'abaya en France. Oui, ça faisait partie de l'agenda de la Macronie pour éviter de parler d'autres sujets. Mais ils pensaient également que c'est un sujet important pour l'école. L'un n'empêche pas l'autre. C'est un épouvantail qui est utilisé par la droite, mais c'est aussi utilisé parce que la droite est intrinsèquement raciste, et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'autrement, ça serait dire que la droite est juste, entre guillemets, cynique, mais pas du tout raciste. Alors que non, elle est cynique et elle est raciste. Gonzague de Reynold, oh, ça a l'air d'être un bon celui-là. Bah voilà, tu vois. Ah, mais c'est le genre foutre facho du salon de Gonzague de Reynold, lui. Ah Éminent Faquin. Bah ouais, bah moi tu je vois. la connaissais pas. Bah tu vois. Alors du coup mon gars, vraiment on peut t'expliquer en 2 secondes ce qui s'est passé en fait. Je l'ai fait avant, une fois de plus. C'est pas des forces extérieures et tout, c'est des forces de l'intérieur. C'est le même parti qui a lancé l'initiative, qui, je te le rappelle mon ref, est le parti majoritaire au Parlement de ce pays. C'est lui-même qui a ensuite saboté avec les autres partis qui étaient à la base contre cette initiative pour ne pas faire tomber les accords avec l'Union européenne, mon grand. Donc c'est pas des forces extérieures obscures, je sais pas quoi et tout. Tout vient de l'intérieur. Ces gens à l'UDC savent exactement ce qu'ils font. Donc ils agitent le racisme, mais par contre après ils savent, ils sont pas fous. Ils ont leurs petites entreprises et tout, donc ils vont juste pas faire tomber les accords. C'est vraiment aussi simple que ça, mon grand. Vraiment, faut se concentrer 2 secondes, faut regarder un petit peu et puis tu verras que c'est pas des forces extérieures sombres. On sait pas d'où elles viennent. Non, t'es pas obligé d'insinuer ce genre de bordel. Mais ce qui est important dans l'analyse, c'est qu'en réalité, il est obligé d'insinuer les forces extérieures parce que, comme vous le dites dans le chat, en fait, il fait référence très clairement à la théorie du grand remplacement de Renaud Camus. Mais bien sûr. Et que, on ne le répète pas assez, la théorie du grand remplacement est évidemment une théorie raciste contre tout ce qui n'est pas blanc. Et également, si tu peux appeler ça une théorie. Alors, oui, mais également extrêmement antisémite, parce que la théorie du grand remplacement considère que c'est en gros le grand complot juif mondial. Ça, c'est le volet, si jamais, de la théorie du grand remplacement que personne connaît. Moi, je l'ai appris après coup. Moi, pour moi, le grand remplacement, à la base, c'était juste de dire que les Arabes musulmans viennent coloniser la France. Et sous-entendu, toute l'Europe. Mais ce qu'on ne sait pas quand on va diguer plus loin... Le truc, c'est que les Arabes et les Noirs ne sont pas capables de penser à un tel plan de colonisation. Donc ça, c'est Renaud Camus qui l'a mis dans son livre. Et ils sont pas capables de faire une telle chose, parce qu'ils sont beaucoup trop cons pour ça. S'il vous plaît, clippez pas juste ce truc, hein, parce que tout ça est entre guillemets, je rapporte le discours. Ils sont pas capables, et du coup, il faut une force plus intelligente, mais mesquine, vicieuse, qui travaille depuis l'intérieur, qui est évidemment le peuple juif en Europe, qui a toujours eu envie de remplacer le bon peuple arien. Et le remplacer par qui et par quoi? Par des Arabes et des Noirs. Alors, donc il fait allusion à une de coke qui se sont pris pour tirer une telle théorie fumeuse, mais je peux te dire que c'est de la bonne, parce que là, ça coche toutes les cases. Antisémitisme, raciste, colonialiste. Je suis sûr qu'il y a de la théorie homophobe dedans également. Enfin oui, en fait, c'est sûr, parce qu'ils considèrent que le mariage pour toutes et tous, c'est un moyen de réduire encore plus la fertilité des bons grands hommes ariens. Du coup, ce qui sous-entend, c'est vraiment cette théorie du grand remplacement qui est antisémite et raciste et tout ce que vous voulez. Du coup, avec sa petite bibliothèque derrière, son petit buste blanc derrière machin, en fait, il vous pompe du gros facho. Attends, juste un truc aussi, il a balayé ça comme ça, en mode « Et le peuple, du coup, vote quelque chose, puis ensuite on vient lui dire que ce serait contraire à la CEDH, au machin, et que du coup, ça fait qu'on va pas appliquer son truc. » Alors, si jamais, en Suisse, c'est pas juste « Ah, c'est contraire à la CEDH, je sais pas quoi et tout », en fait, tout ça, c'est du droit. C'est des normes qui sont écrites, donc en fait, c'est très simple. C'est pas très simple, mais il y a des juristes dont c'est leur travail, qui vont ensuite dire si c'est peut-être plus contre ce que dit la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est donc la cour qui
qui s'occupe de la mise en application de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc c'est le texte européen qui, à l'échelle européenne, est censé garantir le droit de tous les citoyens européens. Et la Suisse fait partie de cette convention, même si la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. La Russie, sauf erreur, fait partie de cette convention aussi. Je crois, ouais. Elle est gardée par le Conseil de l'Europe. Bref, une fois de plus, c'est un peu technique, mais bref. Ça, c'est donc du droit que la Suisse reconnaît. Et du coup, c'est au-dessus de la Constitution suisse. Donc ça, c'est vraiment la base du droit. On a les lois, après on a la Constitution. Entre-temps, il y a plein de trucs, ordonnances, machin, on s'en fout. Et tout en haut de ça, c'est les accords de droit internationaux qui chapeautent le truc. Mais ça, c'est une fois de plus. C'est pas des forces extérieures obscures ou je sais pas quoi. C'est comme ça que la Suisse a construit son droit. D'ailleurs, un petit peu comme enfin pas un petit peu, comme comme la plupart des pays occidentaux. Et du coup, il balaye ça comme ça, comme si voilà. Et du coup, on vient leur dire que et tout. Non, mon gars, en fait, si il y a des normes, des initiatives qui sont contre les droits de l'homme, bah en fait, c'est un fait. Et puis du coup, si des accords risquent de tomber à cause de ça, ou alors à cause d'une autre norme de droit, par exemple le droit qu'on a avec l'Union européenne, bah c'est des vrais faits. Là, il met une ambiguïté sur ça, comme s'il y avait quelque chose, on ne sait pas ce que c'est et tout. Non, c'est concret, c'est tangible, c'est là. Donc, je sais pas ce que tu racontes, mon gars. Et c'est pas parce qu'il a jamais fait du droit que ça veut dire que c'est obscur et ouais, complexe. c'est un peu ça, le gars. En fait, il faut juste qu'il aille diguer un peu plus. Il comprend pas ce qui se passe. Mais tu peux vraiment comprendre simplement ça. Tu vas sur Wikipédia, enfin simplement, non, c'est pas simple. C'est littéralement, il y a des gens qui étudient ça toute leur vie, mais dans le sens où c'est des choses qui existent. Kolb, faut s'accrocher, mais... Oh, le petit Kolb, professeur de droit international à l'Université de Genève, qu'est-ce qu'il était bon, lui. Bon, allez, vas-y. Gonzague de Reinald. Mais on ne définit un peuple que par l'histoire. Elle seule peut nous apprendre ce que c'est qu'un peuple. Non pas seulement en étendue, mais surtout en profondeur. Quel est son caractère, son tempérament, son esprit? Comment il s'est formé? De quelles origines il procède? À quelle tradition il se rattache? Par quels moyens il se maintient, vit et progresse? Quelle est sa raison d'être? Quels sont ses besoins? Et surtout, de quelles valeurs, très différentes et très inégales, il est enfin la somme? Donc le point central... Alors là, il vient de torcher, mais littéralement, des cours entiers sur la culture européenne, sur qu'est-ce que c'est être européen. Je me souviens, moi, dans mon master, j'ai eu un cours là-dessus. Alors littéralement, le prof nous a posé la question, bah forcément, le cours s'appelle culture européenne. Donc il nous pose la question, qu'est-ce que c'est d'être européen? Et bah du coup, il y a plein de gens qui sortent exactement ça. Alors c'est par l'histoire, alors c'est par des traditions, alors c'est par une religion. Donc il y a forcément des gens qui reviennent aux valeurs judéo-chrétiennes, voilà, bref, il y a plein d'arguments comme ça qui ont l'air d'ailleurs de couler de source. C'est vraiment des trucs, quand on va en parler avec plein de gens, vraiment c'est des trucs qui coulent de source. Tu leur dis c'est quoi être européen, ils sont là, mais c'est facile. Européen, bah je sais pas, c'est avoir être blanc, avoir nos voitures, être d'ascendance chrétienne, mais plus trop chrétien aujourd'hui. Tu viens, tu leur dis, ah ouais, du coup, la géographie, par exemple. Ouais, bah, je sais pas. Alors, les Russes sont européens, oui ou non? Ça va jusqu'à l'Oural. Du coup, si ça va jusqu'à l'Oural, ça descend vers le Caucase. Du coup, est-ce que la Turquie est européenne? Du coup, alors non, c'est le continent européen, d'accord. Du coup, la Guyane, par exemple, la Guyane française, est-ce que c'est européen? Mayotte, est-ce que c'est européen? Enfin bref, on peut partir dans tous les sens. Et du coup, la conclusion de ce cours qui est donné à l'Université de Genève, je ne sais pas si le prof procède toujours comme ça, et je pense que c'est la façon la moins problématique de procéder, ça veut dire que tu commences et tu crois que tu as plein d'évidences, des choses qui sont totalement logiques, qui nous paraissent couler de source. On arrive un petit peu à voir ce que c'est d'être européen, par exemple, quand on le confronte à quelque chose d'autre. Ça veut dire, si tu vas par exemple aux États-Unis, qui est un capitalisme, on vit aussi sous le capitalisme en Europe, quand tu vas aux États-Unis, tu te rends assez compte par des petits trucs qui sont assez intuitifs que c'est le capitalisme, mais c'est pas quand même l'Europe, c'est pas exactement nous et tout. Donc en fait, juste la conclusion de ce cours, c'était qu'on sait ce qu'on est que par la négative en fait, que en allant ailleurs, que en se confrontant à l'altérité, à quelque chose qui est différent. Et que du coup, torcher une phrase comme ça, de dire que c'est l'histoire, que c'est le truc et tout, non mon gars, ça c'est du vent, c'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est être suisse? On pourrait faire exactement la même chose. C'est exactement un exemple excellent du pays dans lequel on vit, c'est que par rapport à ce genre de définition du peuple, à ce moment-là, la Suisse ne rentre dans absolument aucune case, extrêmement complexe à définir. On parle pas la même langue. Et aussi, un autre point que je voulais préciser par rapport à cette magnifique phrase remplie de
conneries et de fouteries, c'est que, en fait, il personnifie le peuple. Il le personnifie rien que dans le style d'écriture et aussi dans les idées. C'est qu'il dit que le peuple a un caractère, un tempérament, un esprit. Alors déjà, c'est ultra idéaliste parce que c'est considéré qu'un peuple peut avoir un esprit ou un caractère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est vraiment les analyses de comptoir de « oui, mais le peuple français aime être contestataire » ou « le peuple suisse est pour la cohésion et l'argumentation, etc. » Alors que, enfin, de nouveau, il dit au début de sa phrase, dans sa première phrase, il faut regarder l'histoire. Très bien, alors on regarde l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire nous apprend? C'est qu'il n'y a pas de peuple. Il y a des sociétés, certes, qui sont constituées d'individus qui ont des liens en commun, mais qui sont avant tout constitués de groupes sociaux différents. Et là, si tu regardes les groupes sociaux, tu peux pas dire qu'il y a un certain caractère, un tempérament ou un esprit dans les groupes sociaux. Par contre, par rapport à la suite de sa phrase, là, tu peux faire des analyses. Quels sont les moyens de se maintenir? Quels sont les moyens de survivre? Quelles sont les manières de vivre et de progresser? Ça, on peut le faire avec les groupes sociaux, mais on peut pas le faire avec le peuple. Et donc, quand tu regardes l'histoire, bah, l'avancée de l'histoire, c'est l'avancée des différents groupes sociaux qui interagissent au sein d'une société. Mais le peuple en lui-même, tel que décrit ici, n'existe pas. Et prends ça Mélenchon aussi, qui a fait son dernier livre en disant que aujourd'hui c'était plus le prolétariat contre la bourgeoisie, mais que c'était le peuple contre l'élite. Et il sait même pas définir le peuple. Mélenchon? Mais oui. Mélenchon, il a dit ça? Mais oui. Mais t'as pas regardé le live de Dany Heraz? Non. Où il explique notamment J'ai ça. pas vu. Attends, juste, je suis sur la page Wikipédia de ce charmant Gonzague. Donc, juste les deux dernières phrases. Hein. Donc, partisan de l'autorité, il se méfie en revanche du tout-étatisme, où il voit une tendance totalitaire et matérialiste. Bon, par ses livres, il souhaite extraire la Suisse de l'historiographie officielle du cadre dessiné par les radicaux et les canons démocratiques. Oui, bah, il est antidémocratique, voilà, c'est très réactionnaire. Qui laisse une place centrale aux radicaux et les font percevoir comme les héritiers authentiques des valeurs ancestrales de l'Helvétie. Actuellement, le mouvement identitaire Résistance helvétique avec R et H majuscule se réclame de ces thèses. Donc le type, bon bah on voit où ça va quoi. Mais c'est un valaisan, c'est ça? C'est un fribourgeois. Ah ok. Les fribourgeois, très chauvins aussi des fois. Ouais. Très différente et très inégale, il est enfin la somme. Donc le point central, vous l'aurez compris, là, il commence à sortir ses petits livres qui lui donnent cette image de haltérophilo, voilà, je pense et tout. C'est des torchons qui sortent, c'est n'importe quoi. Il y a personne qui... À chaque fois, quand tu sors un livre, normalement, c'est une thèse qui est un petit peu approuvée, tu l'as fait valider par tes pairs, tu l'as fait... Enfin, il y a un débat qui se fait autour et tout. Là, c'est que des gens qui ont chié des torchons politiques, qui sont hyper politisés, alors qu'ils le vendent comme de la philo, de la science, et il reprend ces trucs à tout va, et ça lui donne cet air de « je réfléchis » et tout, mais c'est n'importe quoi. C'est qu'à aucun moment, cette initiative ne met en avant l'identité. Qui sommes-nous, n'est-ce pas? Réponds. Il me semble, un peuple de race blanche, voilà. Européen, chrétien, avec une spécificité propre à la Suisse, qui est d'abord... Donc Selim, tu ne fais pas partie du peuple suisse? Non, allez, mais attends, je ne fais pas partie. Depuis très récemment, je crois que la religion majoritaire, qui du coup n'est pas une religion, c'est les athées en Suisse. C'est l'athéisme. Oui, mais je disais par rapport à peuple blanc. Oui, bon... Ah bah t'es quand même un petit peu cacao. Cacao. Bah oui, un petit... Il y a un peu alors de blanc. Moi, monsieur... Bah vous, monsieur, moi totalement. Moi qui suis en soi de sang moins suisse que toi. Mais... ouais, bon, bref, on s'en bat les couilles. Mais vraiment, oui, non, mais les athées, t'en fais quoi, mec? Les athées, t'en fais quoi? Est-ce que les athées sont suisses? Bah, de sang, moi je suis suisse de sang, il y a plein de gens qui sont pas suisses de sang, qui moi, ne sont suisse devenus... de papier. Mais du coup, le passeport là-dedans, c'est quoi? L'identité suisse, c'est quoi? Parce que l'identité suisse, en général, j'ai l'impression que la plupart des Suisses te diraient, ceux qui connaissent un poil notre histoire, en tout cas la version qui nous est vendue à l'école, c'est qu'il y avait des peuples tellement différents qui se foutaient sur la gueule que du coup, l'identité suisse... Et une fois de plus, c'est par rapport à l'altérité. Ça veut dire, en général, les gens vont voir ça quand ils vont se confronter avec ce que c'est l'identité française, en disant, nous, on n'est justement pas un État-nation. Nous, on est un État par les institutions. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça, être suisse.
La diète fédérale, on a commencé comme ça, un accord militaire, et ensuite, par-dessus ça, t'as plein de petits peuples qui ont gravité, qui se sont mis, voilà. Mais du coup, là, il chie sur cette théorie. C'est même la théorie qui est le plus vendue à l'école, j'ai l'impression. Lui, c'est vraiment l'identité. Mais qu'est-ce que c'est? Un fribourgeois, un bernois, quelle est leur identité? Quelle est l'identité qui les unit? Qu'est-ce que c'est d'être suisse? C'est être pro-armée. À la base, on s'est fondé sur un traité militaire. Mais et aussi quand il dit la Suisse est chrétienne, il se base sur quoi? Sur le fait que historiquement il y a eu une majorité de chrétiens en Suisse. Protestants, catholiques, quoi, qui? Et à ce moment-là, on peut aussi considérer, et c'est vrai, que dans l'histoire suisse, il y a une majorité d'ouvriers et d'ouvrières prolos pauvres. Et du coup, je considère que le peuple suisse est défini par le fait que le peuple suisse est un peuple de prolos pauvres, et que du coup, tout bourgeois en Suisse ne fait pas partie du peuple suisse. Tu fais quoi avec ça? Bah attends, regarde. Ça fait écho à ce que tu disais. Continue à parler un petit peu. Qu'est-ce que je dois dire? Non, laisse cette page. Enfin, là, on voit qu'il reprend aussi les thèses de Zemmour, bon, qui s'est inspiré évidemment de Camus. De Renaud Camus qui considère qu'un peuple se définit par l'histoire de sa religion ou ce genre de conneries, alors qu'un peuple, s'il en existe, est défini essentiellement par les structures économiques et sociales qui l'entourent et qui le construisent. T'as bien parlé. Non, mais très pertinent. Mais voilà, elle fait du yodel. Donc s'il vous plaît, elle, c'est la Suisse. Regarde comment elle définit la Suisse. Écoutez-moi, c'est du sport. Par le sport. Mais bien sûr, tout le monde peut le faire. L'âme du yodel, c'est surtout la voix de poitrine. Elle est faite sans éducation vocale. Donc c'est quoi la voix de poitrine? La voix de poitrine, par exemple, si quelqu'un qui a une voix développée, elle fait par exemple la voix de poitrine un petit peu ouh, quelque chose comme ça. Mais le yodel, c'est pas du tout ça. C'est hey, oh, hey, c'est pur. Ça vient de montagne, ça vient des agriculteurs, du peuple pas riche. Voilà la définition, selon une meuf qui fait du yodel. Pour moi, elle est plus suisse qu'haltérophilo. C'est le peuple des montagnes. Qu'est-ce qu'elle dit? Le peuple simple, pas riche. Mais avant ça, on te sort un troisième. Simple. C'est pas riche. Non, avant les montagnes. Bref, en tout cas, il y a montagne et il y a pas riche. Du coup, Genève. Genève, Suisse ou pas Suisse? Selon haltérophilo. Genève, qui était la première terre d'accueil des Huguenots. Huguenots principalement provençaux, qui venaient du sud de la France. Mais du coup, pas Suisse. Et aussi, par rapport à cette vidéo de la meuf qui fait du yodel, moi, je suis pas non plus à vouloir chier sur tous les folklores historiques d'une région géographique. Moi, je trouve ça chouette en soi. Enfin, chouette, j'en écoute pas non plus tous les jours dans ma playlist Spotify, mais j'ai rien contre le yodel, j'ai rien contre les habits qu'elle porte, et j'ai rien contre l'esthétisme. Oui, mais ça, c'est pas une culture à l'exclusion, c'est genre en mode juste... C'est pourquoi est-ce qu'il faut forcément opposer le yodel au... Qu'est-ce que vous faites dans vos pays déjà comme culture, comme chant? Le couscous? Non, il y a un type de chanson qui était très à la mode dans les années 90. Le rail. Le rail. Pourquoi opposer le yodel au rail? Pourquoi dire que le peuple suisse est défini par le yodel et que si le rail arrive, bah forcément le yodel va mourir et que du coup le peuple suisse va mourir? Alors que l'histoire de l'humanité, ce n'est que des échanges culturels et si jamais le yodel n'est pas suisse, le yodel vient d'une région qui est à cheval entre la Bavière, la Suisse, l'Autriche. C'était un art culturel régional. C'est pas du tout quelque chose qu'on faisait à Genève ou Berne, genre. Enfin, vraiment, tout ce qu'il dit n'a aucun fucking sens. Mais il s'en rend même pas compte. D'avoir du catholicisme. Oui, c'est montagnard, c'est régional. Attends, il vient de dire du catholicisme et du protestantisme. C'est suisse. Du coup, en 1291, c'était quoi? C'était pas suisse. C'était... On comprend pas. Propre à la Suisse, qui est d'avoir du catholicisme et du protestantisme. Et c'est-à-dire que même si l'on stoppe l'immigration maintenant, il y aura malgré tout une substitution qui se fera par la démographie. Donc c'est-à-dire que cette initiative sera vaine si on ne privilégie pas une natalité des autochtones. Parce que, comme je le répète une dernière fois, le remplacement se fait dans la chambre à coucher. Il ne se fait plus aux frontières.
Attends, laisse parce que... Attends, je veux juste répondre à Éminent Faquin. Effectivement, l'énorme majorité du folklore a été soit créée, soit renforcée au 19e siècle parce que c'était une politique volontaire de l'État et de la droite suisse, mais c'était pareil partout en Europe, de créer un roman national afin de créer une unité dans la nation suite à la création de l'État-nation. Avant ça, tu n'avais pas forcément besoin d'un tel sentiment patriotique qui était uni par le roman national et par notamment le folklore, parce que tu n'avais pas cette même nécessité de l'État-nation, du peuple dans un seul pays. Et du coup, effectivement, ils le créent principalement au 19e siècle, mais ça existait déjà, pas sous forme de folklore national, mais ça existait déjà avant. Le 1er août 1848. Le 1er août, c'est en 1848, dans la première constitution de notre État actuel, où on a décidé que ça allait être la fête nationale. Et on a repris une date qui, d'ailleurs, je crois, sauf erreur, est contestée. On ne sait pas si le pacte du Grutli a été signé le 1er août. Si, ça. Alors, 1er août, non. Mais 1291, si. Ouais, mais le 1er août, on en sait. Ça a été choisi au hasard. On a choisi ça comme ça. Et en fait, alors, aussi, dans le cas de la Suisse, avant, les États étaient tellement petits que tout ce roman national, on a dû le créer au 19e, aussi parce que c'était la première fois que, à cause de tout ce qui se passait en Europe, on allait dire à un Genevois, bah mec, maintenant tu vas devoir t'entendre avec un type de Houri. Alors qu'avant, ils n'avaient pas autant de... C'était une confédération, enfin... Il y avait des traités, par contre. Je sais que Genève avait un immense traité d'autodéfense avec Berne, déjà depuis les années 1600 et tout. Mais par contre, on n'était pas du tout aussi intégré démocratiquement, politiquement. Du coup, on a dû aussi créer tout ce roman, mais ça, les gens ne le savent pas. Lui, il croit que c'est des trucs qui tombent du ciel. Il croit vraiment que si le 1er août, c'est le 1er août, c'est parce que la Suisse, c'est comme ça. Et il s'est jamais posé... alors, Dieu, sûrement, l'a pensé ainsi, mais il se pose pas la question. Il sait pas. L'histoire, pareil. Il a dit des protestants et des catholiques. Du coup, il fait allusion aux 400 dernières années de notre État. Sauf que, dans notre roman national, la Suisse a plus que 400 ans. Du coup, avant, tu fais quoi ? Monsieur le scientifique, tu fais quoi avant ? Et ça, ces gens, mais ils passent à côté de tout ça. Et c'est quoi l'output ? L'output, c'est tu mets de l'ignorance, ça sort du racisme. Et tu fais des bébés. Oui, parce que là c'est génial là, ce qu'il dit. Ça, c'était il y a 30 ans. Maintenant, le remplacement se fait dans la chambre à coucher. Pardonnez-moi peut-être cette vulgarité, mais néanmoins, c'est la réalité. Si l'initiative passe, donc si les Suisses, voilà, disons les Suisses, disent « Nous ne voulons pas d'une Suisse à plus de 10 millions d'habitants », cela ne changera pas le problème, puisque la substitution se fait à l'intérieur désormais. Et évidemment que si cette initiative est refusée, le processus suivra son cours et peut-être même s'accélérera. Donc malheureusement, cette initiative est une arnaque, si elle ne définit pas la composition de la Suisse. Et il me semble que Gonzague Zernon est très clair par rapport à c'est un cela. facho, donc votez, peut-être à contre-cœur, pour une Suisse à 10 millions d'habitants, mais ne soyez pas dupes sur le fait que peu de gens oseront pointer du doigt ce problème, celui de la composition de la Suisse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à... Bravo, mec. C'est la théorie du ver dans la pomme qui a déjà bien rongé la pomme. Alors, c'est pas cette vidéo, mais j'en ai regardé une autre de concentré de bullshit où il le dit. Il dit littéralement le ver est déjà dans la pomme, en fait. Enfin, vraiment, il insinue qu'en fait, maintenant, le problème, c'est plus uniquement, parce qu'il dit pas non plus qu'il faut laisser tout le monde venir en Suisse. Il dit que c'est plus uniquement l'immigration le problème, c'est également les immigrés et enfants d'immigrés déjà sur le sol suisse qui se reproduisent et du coup, qui petit à petit remplace le bon vrai peuple suisse. Donc Selim, c'est toi et moi, on se reproduit, pas ensemble, mais avec d'autres personnes. On va favoriser le grand remplacement de la Suisse. Et c'est ça ce qui est terrible. Du coup, qu'est-ce qu'il propose ? Je suppose qu'il propose 8 enfants par femme blonde en Suisse et la castration des hommes d'origine immigrée en Suisse. Voilà un petit peu ce qu'il propose. Ouais. Voilà, c'est tout. Toi qui as fait de la démographie, peut-être Oui. tu sais, est-ce qu'un jour, la population qu'on peut appeler suisse, et moi du coup je me baserai sur la version, sur la définition juridique de ce qu'est la Suisse,
donc les gens qui ont le passeport suisse, est-ce qu'une fois, la population de la Suisse a été autosuffisante démographiquement? Qu'est-ce que tu entends par autosuffisante? Qui peut absorber toute seule ces modifications de la société et besoin d'économie et tout. Oui. Il y a eu, sans qu'il y ait des étrangers qui viennent travailler en Suisse? C'était quoi, c'est en 1600, mec? Bah oui. Avant l'industrialisation, t'as... Ouais. Alors, dans la période à partir de la post-industrielle. seconde où tu as l'industrialisation, tu as toutes les régions du monde qui ont besoin de changements démographiques parce que tu as des bassins industriels qui ont besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre et tu as des régions rurales qui ont besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre. Mais ça a été partout pareil. Qu'il y a eu des grands... l'exode rural qui s'opère à partir du milieu du 19e et qui se termine en fonction des pays vers le milieu du 20e siècle, c'est dû à l'industrialisation. Mais avant ça, les zones, l'énorme majorité des zones en Europe, avant l'industrialisation, produisent ce dont elles ont besoin de consommer. Et quand c'est pas le cas, tu as une famine et tu as immigration, effectivement. Ouais. Mais autrement, quand tu n'as pas de famine, qui est la plupart du temps due soit à une mauvaise gestion à cause de guerre ou à cause d'une mauvaise année avec de la sécheresse ou un hiver trop froid, mais en dehors de ces cadres-là, les populations sont autosuffisantes dans des régions, pas dans des pays, mais dans des régions. Ouais. Donc, la question, je trouvais pas tellement... Non, c'est juste pour rentrer dans son cadre à lui, parce que, mec, tu parles d'immigration. Enfin, la Suisse a toujours, en tout cas dans la période post-révolution industrielle, a toujours été une terre qui, en plus, on dit terre d'accueil, mais au-delà de terre d'accueil, une terre qui a besoin d'immigrer, en fait. C'est ça aussi qu'on oublie totalement au niveau des besoins économiques. La Suisse ne serait pas... Quand on dit la Suisse ne serait pas la Suisse s'il n'y avait pas eu les étrangers, c'est pas juste « Oh mon Dieu, ces beaux étrangers sont venus faire femmes et hommes de ménage ou je sais pas quoi ». Non, c'est vraiment participer activement à la construction du pays et pour combler des lacunes, des lacunes de main-d'œuvre qu'on a besoin pour le développement de notre économie, en fait. Donc si notre économie aujourd'hui est aussi florissante, parce que ça va être typique le genre de trou de balle qui vont venir vers toi en mode oui, la Suisse, en gros, ils voient l'immigré comme un ver qui va venir manger la Suisse. Mais pas du tout, mon gars. Ça fait 200 ans que c'est pas comme ça, en fait. Ça fait 200 ans que si la Suisse est une pomme aussi charnue... Oui. Eh ben, c'est grâce aux immigrés. Alors, en fait. sur ce point-là, je suis et totalement on enlève d'accord. toute moralité au truc. C'est juste comme ça que ça s'est passé, et en toutes fait. les grandes industries d'aujourd'hui en Suisse proviennent de vagues d'immigration. C'est toi-même qui en parlais très bien sur le fait que l'horlogerie, principalement horlogerie et chimie, ont été importées par les Huguenots. J'ai fait un travail quand j'étais stagiaire dans une boîte de production qui faisait des documentaires. Et du coup, là, ce documentaire retraçait, c'était une série de documentaires tournage monumental sur plus de 10 ans d'ailleurs, je crois qu'il n'est toujours pas fini, où il retrace l'exode de plein de Huguenots dans tous les pays où ils sont partis. Donc ils sont allés... ça là pour faire aussi intelligent que lui. Ils sont allés en Afrique du Sud, où beaucoup de Huguenots sont partis, notamment faire du vin. Le vin qui vient d'Afrique du Sud aujourd'hui est notamment produit par des Huguenots. Ils sont allés aux États-Unis, où littéralement tu vois des noms de villes qui sont juste... complètement huguenots, qui étaient des fiefs de huguenots qui ont dû émigrer parce que les huguenots donc, sont les protestants français qui se sont fait exploser la gueule au 15 et 16e siècle par la royauté qui était catholique et qui du coup ont dû fuir. Donc il y a eu plus d'1 million à l'époque sur une population de, je crois la France faisait une trentaine de millions d'habitants, qui ont dû fuir parce qu'ils se faisaient exploser la gueule en France. Forcément, ils ont privilégié les pays limitrophes, donc ils sont allés surtout en Angleterre. En Angleterre, beaucoup de grands industriels aujourd'hui sont descendants de Huguenots. Et en fait, en Suisse, ils y sont allés aussi. Forcément, ils ont juste traversé le Jura, ils sont arrivés. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard que l'arc jurassien, c'est ici qu'il y a le plus de l'industrie de la montre qui est développée. Ces Huguenots ont traversé le Jura, c'était des petits artisans en période proto-industrielle, juste avant la révolution industrielle. Ils sont arrivés avec leurs petits métiers à tisser, leurs petits... des forgerons, des gens, et c'est eux qui ont développé en fait tout le tissu économique qui aujourd'hui fait la fierté de ce genre de connards qui n'y connaissent rien littéralement à l'histoire de leur propre pays. Ce type, il va aller à l'étranger, il aura sa petite montre, il va te dire ça mon gars, c'est la Suisse. Il va bouffer du chocolat, il va être là ouais mon gars, nous on fait le meilleur chocolat du monde. Bah ouais, les banques, les banques c'est la seule
C'est le seul tissu économique qui a fait la Suisse, qui a été développé par les diasporas, du coup, qui ont émigré de Huguenots et de Juifs à l'époque. Mais du coup, les banques, les montres et le chocolat, qui sont les plus obvious, sont littéralement des artisans français qui sont venus. Tous ces noms de montres qu'on a, Tissot, Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, tous ces noms, c'est pas des noms qui sont suisses à la base, ça sonne français. Alors maintenant, forcément, c'est suisse et ça fait la fierté de la Suisse, mais ce sont des immigrés qui sont arrivés. Et du coup, quand on se concentre sur les textes, ce qui était le travail qui était fait par cette boîte de production, qui était en partenariat, qui était en contact avec un chercheur qui, sauf erreur, est au Collège de France, mais je suis pas sûr de ça. En tout cas, il a une page Wikipédia, il s'appelle Patrick Cabanel, qui, lui, a fait toute sa vie, doctorat sur l'exode des Huguenots, et qui, du coup, lui, te ressortait des textes de Suisses, de confédérés à l'époque, qui se plaignaient littéralement. T'as l'impression que c'est le racisme d'aujourd'hui. Ce type ne le sait pas, mais c'est exactement ça. Oui, alors ils travaillent avec l'ail, c'est eux qui ont ramené l'ail et le persil en Suisse. Ils travaillent avec l'ail, enfin ils font à manger avec l'ail, ça pue, il y a des odeurs bizarres, ils sont fainéants, ils sont grande gueule. C'est des textes de Suisses qui ont vu cet exode massif arriver, qui écrivent comme ça. Et en plus, on parle là, pas... Enfin, je veux dire, quand tu regardes les populations, Genève passe genre en 1600, après la Saint-Barthélemy, donc aux alentours de 1600, passe de genre 6000 habitants à 16 000. Une connerie comme ça. Genre, c'est plus qu'un exode. Enfin, c'est triplé, voire quadruplé la population en quelques années. Donc là, on parle d'une vraie vague d'immigration. 400 ans plus tard, ces gens font la fierté de ce que ce gars définit comme étant la Suisse. Mais sauf que juste, en fait, si tu fais un petit travail d'histoire, de recherche, que tu regardes, eh ben, tu te rends compte, en fait, que c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui, voire même que l'ampleur était beaucoup plus grande à l'époque, en fait. Les capacités donc, déstress, mon ref. Les capacités d'absorption des vagues d'immigration étaient beaucoup moins importantes alors qu'aujourd'hui, parce qu'ils avaient un état social qui était beaucoup moins développé, ils avaient aussi quand même une croissance économique qui était moins stable, et du coup, ça avait un impact même pour les populations locales beaucoup plus importante, et pourtant, comme tu l'as très bien dit, aujourd'hui, ça en fait la fierté de la Suisse. Mais lui, il dira que ça, c'est le passé, c'était avec des protestants, et ça s'est bien passé parce que c'était des chrétiens qui parlaient plus ou moins la même langue, alors que déjà là, on pourrait en parler. Déjà là, parce que c'est pas du tout la même langue. C'est n'importe quoi. Et en plus de ça, est-ce que ce type est au courant aussi que, par exemple, même si tout le monde était chrétien, soi-disant, catholique, protestant, pendant des siècles, et en Suisse aussi, on s'entretuait. Si aujourd'hui on a l'état qu'on a, c'est parce qu'on s'est entretué. Oui, mais... Ce type, ça, il l'a oublié. Maintenant, il voit juste l'islam, il est là, mon Dieu. Tu crois quoi, mec? Tu crois que des Huguenots protestants qui débarquent en Suisse, ça s'est passé comme ça? Ouais, mais je trouve... le truc, c'est que quand tu dis, lui, il connaît pas l'histoire de la Suisse, ou alors... je pense qu'il connaît pas cette histoire-là. Le truc, c'est que je pense que dire ça, c'est un petit peu trop penser que ce genre de théorie raciste repose sur l'ignorance, alors que je pense juste qu'il ne veut pas prendre en compte ce genre de faits historiques. Il ne veut pas prendre en compte ces arguments, parce qu'il est intrinsèquement raciste, parce qu'il est intrinsèquement d'extrême droite, et que tu pourrais lui amener toutes les preuves que tu veux. Il ne changera pas de position, il restera raciste. C'est un affect, oui, bien sûr qu'il restera raciste. Mais c'est ça que je critique, c'est que si vraiment tu vends tout ça comme si c'était de la philo et des vraies théories, moi, tout le conseil que j'aurais à te dire, c'est concentre-toi plus sur les faits historiques qui sont passés, et pas sur Philippe de Gonzague ou je sais pas quoi, enfin sur des vrais trucs en fait.